Nous sommes prêts, On est disait-il. prêt. Oui, je suis de retour et je peux vous dire une chose. Ma grosse brune est d'un confort exceptionnel. Parce que, je vous salue tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Bonjour, bonjour. un confort exceptionnel parce que, évidemment, j'ai passé la dernière semaine installé dans le siège baquet d'une Rabbit GTI 84 de 400 000 km que je suis allé acheter du côté de Vancouver pour conduire jusqu'à Montréal. Et j'ai deux amis qui m'ont suivi et qui ont fait la même chose de leur côté en achetant respectivement une Civic Hatchback 91 et une Honda CRX SI de 1987. Je reviendrai un peu plus tard sur le sujet parce que pour l'heure, on va commencer avec autre chose. Mais je voulais juste vous dire que On est bien assis, hein? c'est incroyable. Le confort qu'on peut avoir dans une grosse brune comme ça, avec une transmission toute fraîche qui roule à merveille. Alors ça, j'adore ça. Des sièges qui écrasent tellement qu'il faut que tu ajustes le miroir au fil des kilomètres. Là. Exactement. Alors, c'est ça. Salut à Francis Hull qui est avec nous. Serge Boudreau qui est avec nous. Salut. Kevin Savard qui est avec nous. Bon, le monde embarque, là, c'est le fun. Parce qu'on n'a pas eu la semaine passée, hein, de dire. Ben non, j'étais comme quelque part dans un avion. Oui, j'ai pris l'avion et je me suis masqué et j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est quelque chose d'ailleurs de prendre l'avion. C'est surprenant à quel point il n'y a personne à l'aéroport et ça va si bien. Mais ça... Et dans l'avion, est-ce qu'il y a des sièges entre les personnes? Comment ça fonctionne? Pas du tout. OK. Pas du tout. que Je tu pense peux que être, rendu là, you're on your own. Tant que tu portes ton masque, c'est OK. tout ce qui compte. C'est beau. Mais les avions ne sont pas remplis non plus. Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce que c'est vraiment... Bon, on peut se poser des questions, mais à l'aéroport comme tel, on prend des précautions. Il y a quand même des règles et tout ça. Mais une fois assis dans l'avion, les limites de la possibilité sont vite atteintes. Donc, t'es collé sur ton voisin avec un masque. C'est comme ça que ça marche. Bon. Oui, c'est ça. Donc, Francis qui dit, après la grosse brune, la petite GTI. Oui, effectivement, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous la voyez peut-être dans le fond en arrière. Là, je l'ai stationnée brièvement, mais là, le soleil fait qu'on la voit plus ou moins bien. Il y a Kevin qui nous dit « Salut les beaux jeunes hommes ». Ah, Et Fred Gilbert qui est de retour, toujours, fidèle au poste. Toujours. Parfait, salut Fred. Paul-Étienne qui est avec nous, Sylvain Cornelier, bonjour. Hugo Landry qui est avec nous, bonjour. On va commencer ça d'abord. Ah oui, en vous disant que d'ici quelques semaines, je ferai sur ma page Facebook une conférence sur le métier de journaliste automobile. Alors, comment ça a commencé? D'où me vient cette passion-là? Quelles ont été les embûches au cours de ma carrière, les différents médias pour lesquels j'ai travaillé? Je vous dévoilerai pas tout, là, c'est sûr. Mais vous allez avoir un peu plus d'informations sur comment ça se passe dans le métier. Comment aujourd'hui, il faut essayer de se réinventer pour continuer le métier qui a énormément changé sur une très longue période, mais particulièrement dans les 10 dernières années. Avec les réseaux sociaux? Ben, parce que je peux vous dire que le métier que je pratique aujourd'hui, celui que je pratiquais il y a 10 ans, c'est pas du tout le même. C'est vraiment pas du tout le même. Bonjour à Clémentine qui est avec nous, Charles Olivier. Alors, ça a changé beaucoup. Et c'est une conférence que je donnerai sur ma page Facebook à ceux qui sont supporters de ma page. Alors, si vous voulez le faire, si vous voulez devenir supporter pour assister à ça, ça vous coûte une picadille pour pouvoir assister à ça. Autrement, je veux bien le faire, mais mon téléphone est en avant dans le tableau de bord. Oui, c'est ça. Plus tard, c'est exactement. Je vous dis pas que je vais faire ça dans la grosse brune, là. Je sais pas encore sous quelle forme je vais le faire. C'est ça. Mais je ferai ça d'ici quelques semaines. C'est une conférence que je donne également dans certaines bibliothèques de certaines villes. On me demande de temps à autre d'aller faire ça. Alors, vous pourrez y participer. Et ça sera comme ça en temps réel. Donc, si vous avez des questions en temps réel, vous pourrez poser des questions. Moi, je vais voir les commentaires passer puis je pourrai y répondre. Alors, bonjour à Pierre qui est avec nous. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous mentionner. Alors, vous pouvez devenir supporter de ma page pour assister à tout ça. Bonjour à Martine qui est avec nous. Alors voilà. Et toi, tu avais une question quiz pas pire cette semaine. Ben, on essaie de se renouveler. Ouais. Ça va comme suit. Quel est le véhicule qui a eu une édition spéciale Bugs Bunny? Donc, Et non, ce n'est pas un Pontiac Aztec jaune avec des garde-boue Bugs Bunny. Non, ce n'est pas ça. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Donc, bonjour à Laïla, à Benoît, à Marc-André qui est avec nous.
Il y a eu notre patron Frédéric qui nous écoute aussi. Qui est là, exactement. Là. Salut Fred. Donc c'est ça. Il y a eu un véhicule pour lequel le manufacturier a fait une édition spéciale qui portait le nom Bugs Bunny. Il y avait des écussons puis pas grand-chose de plus que ça. Mais voilà. Donc. Est-ce que c'était une Rabbit? Non. Ça aurait été. Quand même. C'est pas non plus le Plymouth Roadrunner. Non. C'était un autre cartoon. Ouais, c'est ça. Donc écrivez la réponse en commentaire et à la fin du live, si on l'oublie pas, on va vous donner la réponse. Voilà. Alors, je vous parle, avant de vous parler de mon petit voyage, je vous parle du Nissan Frontier, qui est un véhicule que j'ai déjà possédé d'ailleurs, que j'ai bien aimé. On le fabrique depuis 2005 sans changement. Là. Ouais. OK? Et là, on posait des questions à Nissan, à savoir, quand est-ce qu'elle arrive, la nouvelle génération? Il y a Mathieu qui est avec nous, qui nous écrit de France. Alors, salut à nos amis français, en espérant qu'ils soient plusieurs. Bonjour à Marie-Christine Filion qui est avec nous. Il y a plein de monde, c'est le fun. Ben oui, oui. Donc, c'est les vacances de la construction, je pense. Oui, exactement. Entre deux orages aujourd'hui, les gens... J'ai d'ailleurs pu le constater sur les routes du Québec. Oui. Il y a de la police. Oui. Incroyable. Oui. Et en ville, il n'y a pas de trafic. Il y a ça aussi. Donc, Nissan qui prévoit l'arrivée d'un prochain Frontier pour le marché nord-américain. C'est un camion qui ça sera... fait un petit bout qu'on nous en parle aussi. Puis... Oui. Puis ça sera un camion authentiquement là. américain. Dans le sens que il va avoir été conçu et développé pour le marché nord-américain. Donc, il n'y aura plus rien à voir avec le Navara qui est vendu ailleurs sur d'autres marchés. Ça sera plus ça. Mais là, en attendant, on étire la sauce. On nous sert encore le même Frontier qu'en 2005, à peine retouché. Ouais. Et là, le problème, c'est que il commence à se faire très vieux. Les concessionnaires en vendent encore, mais ça commence à être de plus en plus difficile. C'est même étonnant qu'ils continuent de respecter les normes. En fait, oui, ils continuent de respecter les normes, effectivement, mais comme c'est un pick-up, les normes sont plus simples. Mais toujours est-il qu'on annonçait en 2020 l'arrivée d'un nouveau moteur 3.8 litres pour le Frontier, qu'on a installé dans le Frontier pour le marché nord-américain, mais de notre côté, pas de son, pas d'image, pas de nouvelles, pour apprendre il y a quelques semaines qu'il n'y aura même pas eu de Frontier 2020 au Canada. Donc, on Nissan va Canada, écouler les modèles 2019. Il en reste encore, d'ailleurs. Et ça s'arrête là. Donc, il n'y aura pas eu de modèle 2020 du Frontier au Canada. C'est une décision qui a été prise suite au COVID, suite aux impacts du COVID. Nissan a décidé de concentrer ses énergies sur d'autres modèles parce que là, on est en mode panique. Hein? Non seulement chez Nissan, on a hâte d'arriver avec des nouveaux modèles, mais là, avec la situation actuelle, tout est retardé, incluant l'arrivée du Rogue, et on attend impatiemment ce véhicule-là pour que les ventes commencent à monter, parce que chez Nissan, c'est effrayant. Là. Les ventes sont en chute libre partout. Donc ça, c'est bonjour de l'État de Georgie, Sylvain qui nous regarde, de l'État de la Georgie. Alors, salut à Sylvain. Je sais pas, en route, en voyage, en prison, je ne sais pas. J'ai aucun... On ne sait pas. Tout est possible. Tout est possible. Donc, Nissan va arriver avec un nouveau Frontier pour l'année modèle 2022. Mais pour 2020 et 2021, pas de Frontier au Canada. Il reste encore un peu d'inventaire de 2019, mais je ne pense pas qu'on va réussir à conserver un inventaire très longtemps. C'est comme les Micra, il y en a presque plus. Micra, c'est la même chose. C'est difficile sur les combinaisons de couleurs, d'intérieur. Quoi que Nissan s'est pas cassé la tête. Écoute, on a produit du gris, du noir, du blanc dans la majorité des versions pour les dernières années. Le Rogue, c'est effrayant, là. Quand tu vois un Rogue de couleur, tu sursautes. Oui. Un gris foncé, c'est spécial. Pas se casser la tête. Si tu veux changer la couleur de ton véhicule Nissan, tu le cires puis il brille plus, tu sais. Mais c'est gris, noir, blanc, tout le temps. Ça en est presque fatigant. Puis là, je commence à voir d'ailleurs des manufacturiers qui osent avec des nouvelles couleurs, le vert qui revient à certaines places, et c'est le fun, ça fait du bien. On voit une espèce de jaune doré vert, là, comme sur le Seltos, là, par exemple. Tu sais, c'est pas, ça revient, exactement. C'est alors, une couleur non définie, là, mais... c'est ça. Donc, tu peux pas mettre un nom là-dessus, c'est sûr. Mais et ça laisse place à l'imagination, donc on va arrêter ça. C'est ça. Mais le gris, noir, blanc, là, on commence à en avoir notre voyage. Et puis, ce qui est plate, c'est que chez Nissan, si tu prends pas un modèle tout équipé, t'as pas le choix de couleur. C'est ça. C'est gris, noir, blanc. Ça finit là.
Même chose pour les versions de base, de la Civic, de la Fit. C'est une stratégie que les constructeurs, surtout japonais, ont trouvé pour économiser, là, mais ordinaire. Alors bref, tout ça pour dire que Nissan va arriver avec une camionnette en 2022, mais en attendant, le marché, c'est fini. Et c'est dommage parce que depuis le retour du Colorado Canyon sur le marché... Il y a un regain, hein, vraiment. Écoute, le Nissan avait 10 ans là, en 2015 déjà, là. Et les ventes baissaient, jusqu'au moment où GM est arrivé avec le nouveau Colorado Canyon, où Toyota a renouvelé son Tacoma, et ça a comme ravivé le segment, si bien qu'il y a des gens qui ont finalement décidé de retourner vers une camionnette intermédiaire. Des gens qui regardaient le Colorado et le Canyon, et soudainement se sont intéressés aussi à la concurrence, parce que tant qu'à y être... Parce que Nissan avait un produit moins cher à offrir. Tout à fait. Et ça a fait de la différence, parce que les ventes ont commencé à remonter, ils sont demeurés stables depuis ce temps-là, peut-être un peu moins l'année passée, mais sont demeurés stables pendant ce temps-là. C'est un camion qui a une bonne fiabilité, qui a une bonne valeur de revente, qui a une bonne réputation sur le marché, sensible à la rouille un petit peu, mais sinon, bonjour à Steven, à Dominique qui est avec nous, Martin qui est avec nous. Donc, c'est dommage qu'on l'abandonne pour une simple question de contexte actuel, parce que peut-être qu'on aurait aimé ça avoir cette nouvelle mécanique-là, même dans un camion qui est très âgé sur le plan technique. En fait, on aurait pu tout simplement continuer à offrir des 2020 copier-coller de 2019. Là. Probablement qu'il fallait mettre nos énergies ailleurs chez Nissan. Puis je pense qu'il y a des produits qui sont plus importants. Le Rogue, le futur Pathfinder, le Murano, le Nissan Ariya qui s'en vient aussi, 100% électrique. C'est un nom assez génial, ça, pour le marché québécois. Là. Ariya, là. C'est tout un Ariya. C'est exactement ça. Alors, on verra. Voilà. Là, je vais jaser de mon petit road trip. Oui, oui, parce qu'on a été presque une semaine sans se parler, Antoine. Ouais. J'ai pas eu beaucoup... Tu t'es presque ennuyé. Presque ennuyé. Hein? Et le mot-clé de la phrase, c'était presque. Oui, c'est ça. Moi aussi, comme probablement bien des gens à la maison, je suis curieux d'entendre... De t'entendre parler du périple, des voitures que tes amis et toi avaient ramenées. Voilà. Comment ça s'est passé, les petits pépins, les surprises, la route comme telle. Faut que je commence par tenter de répondre à une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises. Comment est-ce que tu fais sur le plan de l'immatriculation pour ramener un véhicule de la Colombie-Britannique ou d'une autre province vers le Québec en étant légal? Honnêtement, je pense qu'on ne l'était même pas à 100%. Parce que j'ai téléphoné aujourd'hui à la SAC. Il y a comme un trou dans le système. Il y a comme une zone grise. C'est vraiment pas clair. Ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas légalement circuler avec un transit qui t'a été émis par la SAC en dehors de la province pour rouler comme ça. Tu ne pourrais pas partir de Montréal puis dire aller à la SAC, ramasser le transit, aller chercher le véhicule après puis t'en venir avec le transit. Parce que la SAC va t'émettre un transit de véhicule à inspecter temporaire qui est bon pour 4 jours et qui t'autorise seulement à partir d'un point A et d'aller à un centre d'inspection mécanique. Ce transit-là n'est bon que pour ça. Et là, 4 jours pour revenir de Colombie-Britannique, ça me paraît un peu serré. Là. Non, mais de toute façon, en partant, tu ne peux pas sortir de la province. Tu as le droit à un déplacement, pas à te déplacer librement. Ouais. C'est différent d'un transit qui provient, par exemple, d'un commerçant qui, lui, va te permettre de circuler librement pour 10 jours, te donnant le temps d'aller à la SAC. Alors, puis là, on est un petit peu plus permissif sur cette durée-là, étant donné que les rendez-vous à la SAC, c'est plus problématique. C'est pas évident. J'en ai pris de mon côté, puis c'est 2 semaines d'attente dans les bureaux les moins achalandés. Voilà. C'est spécial. Mais, donc, le truc que j'ai trouvé le plus simple, c'est évidemment d'avoir recours à des plaques de concessionnaire. Ouais. Mais encore là, techniquement, tu ne serais pas supposé circuler avec des plaques de commerçants en dehors de la province. Tous les commerçants le font parce que quand tu en vas acheter une voiture en Ontario, ben, tu as conduit jusqu'au Québec. C'est rare que tout le monde va mettre ça sur des transports. Donc, c'est semble-t-il toléré, mais officiellement pas légal. Et c'est ce qu'on a fait.
Parce qu'une plaque de concessionnaire est accompagnée d'une assurance qui vient avec. Puis il y a un des 3 véhicules qu'on a acheté. Bon, ben la personne qui nous l'a vendu nous a permis de circuler avec ses plaques à elle jusqu'à ce qu'on arrive ici. Okay. Après quoi, elle acceptait de retirer l'immatriculation et l'assurance sur le véhicule. Fait que ça a été bien gentil de sa part. Donc, on a roulé avec 2 plaques de concessionnaire. Mais là, j'attends des réponses de la SAC à ce niveau-là. J'ai parlé tantôt à Mario Vaillancourt, qui est le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui va me revenir avec des réponses précises. Parce que je peux pas croire que c'est impossible de sortir de la province pour aller acheter un véhicule et de le conduire pour le retour. T'es clairement pas le premier à faire ça. Là. Mais il y a une zone grise, clairement. Il y a vraiment un problème là. Alors, j'aurai de plus amples informations à vous donner très prochainement à ce sujet-là. Bon, maintenant... Oui, c'est quoi les 3 autos? On a vu des photos, parle-nous-en. La voiture... c'est une Rabbit GTI 84 que j'ai acheté du côté de Vancouver. J'ai pris un vol et j'ai annoncé ça à des amis qui ont dit « Hey, c'est un vraiment beau trip, on veut y aller avec toi. » OK, mais tu vas-tu acheter quelque chose? Et salutations à Éric Bizier qui nous regarde, qui est un des 3 acheteurs, qui est fier propriétaire de sa Honda Civic, qui est revenu à bon port. Et pas plus tard qu'après-midi, il allait la faire inspecter, tout excité. Éric, là, il était le soir dans nos chambres d'hôtel à magasiner des pièces pour toutes la mettre en ordre. Avant même d'être rentré à la maison, cette Civic-là va être hallucinante un coup fini. Ça va être incroyable. Salut, Éric. Mais bref, alors, ces 2 gars-là ont décidé de partir à l'aventure avec moi. On fouillé sur Internet, on trouvé des voitures. J'ai pris de communication aussi avec les gens de la CRX en question et de la Civic. Donc, la Civic se trouvait à Vancouver, à quelques kilomètres de ma GTI. Bon, donc, c'est assez simple. Je suis débarqué à Vancouver, je suis allé chercher la GTI. Un peu déçu de sa condition par rapport à ce à quoi je m'attendais, mais coudonc, ça fait partie de la game. C'est ça quand tu achètes une voiture sans l'avoir. Puis tu composes avec les risques qui vont avec. Donc, j'ai pris le volant de la GTI. On s'est rendu. Puis en plus, le gag, c'est que je m'attendais d'arriver là puis qu'on ait de l'espace pour 3 dans la GTI. Oups. Mais le gars avait décidé de me donner avec la voiture un lot de pièces incroyables, si bien que la voiture était remplie à craquer en arrière des sièges. Donc, tu leur as donné un billet d'autobus? Puis... en fait, on a appelé un Uber puis ils m'ont suivi jusqu'à la prochaine destination. Ça a été ça l'histoire. Et là, on est arrivé chez la dame qui vendait la Civic. On a regardé la Civic, peinture un peu abîmée, mais l'auto a eu 2 propriétaires. C'est une voiture de 30 ans qui a roulé quotidiennement. Non, mais l'auto a eu 2 propriétaires, donc une dame et sa nièce. Okay. Et on l'a acheté de sa nièce qui devait avoir quelque chose comme à peu près 50 ans. Manuel, spéciale édition 1991, ce qui veut dire que c'est la seule Civic hatchback à avoir été construite pour cette génération-là avec une servo-direction. Okay. Parce que même une Civic SI ne l'avait pas. Et tu sais, en bonne condition générale, mais avec des petites cicatrices un peu tout le tour. Peinture un peu fadée, un peu molle, comme on dit en bon français. Donc, a besoin d'amour, mais honnêtement, tu démarres la voiture, ça tourne au quart de tour, ça a été bien entretenu. La vidange d'huile était correcte. C'est robuste aussi, là, ces Civic-là. Et par rapport à une Rabbit, c'est très confortable. on surnommait cette Civic-là la Cadillac pendant notre voyage parce que la Rabbit et la CRX qui a été un petit peu modifiée, donc suspension abaissée avec des coilovers. C'était raide sur le dos d'un gars de 6 pieds 2 de 240 livres, je peux vous dire ça. Mais bref, alors on a acheté la Civic, on a pris la route le jour même pour se rendre direction Edmonton où on allait voir la CRX en question. Et là, on a traversé évidemment toutes les Rocheuses avec des paysages extraordinaires pour réaliser que ma Rabbit était complètement désalignée, avait des pneus trop gros par rapport à l'origine, donc le compteur était complètement faussé. Elle était montée sur des jantes BBS de BMW de série 3, mais j'avais aussi les roues d'origine dans le coffre qui avaient des pneus sur ces roues-là. Alors, moi, tout de suite, je me suis dit, en roulant cette journée-là, rendu à Edmonton, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un garage, je vais aligner la voiture, puis je remplace les 4 roues par les 4 autres avec des pneus de bon format, puis ça va déjà avoir pas mal plus de bon sens. Donc, on a traversé le parc, on a dormi, on a traversé les Rocheuses, on a dormi quelque part dans les Rocheuses, et juste avant d'arrêter à l'hôtel, mon ami Eric a frappé un ours avec sa Civic. Tu sais,
tu comprends que c'est pas le genre de situation qui arrive à Brossard. Non, mais là-bas, c'est plus ouais, courant. Voilà. Il y a Kevin qui nous demande les... ramené sur le capot, là, comme on non. fait quand on va à la chasse. Rapidement, il y a Kevin qui nous demande les kilométrages Civic et CRX. Donc, la CRX a 95 000 km et la Civic a tourné 200 000 km durant notre voyage. Et la GTI, elle, a tourné 400 000 km exactement, c'est ça. Elle en a un peu plus dans le corps. C'est correct, on appelle ça de l'expérience. Donc, l'ours, moi, je l'ai vu parce que T'étais derrière non, j'étais juste devant. J'ai vu l'ours traverser devant moi, alors j'ai ralenti pour le laisser passer. C'est un bébé ours, là. Est-ce qu'il y avait une traverse d'ours à cet endroit? Non, pas à cet endroit-là. Okay. Bon. Mais tu sais, il respecte pas toutes les règles. Hein? Ben non. C'est comme ça. Et puis lui qui me suivait pas loin derrière, ben l'ours a décidé de changer sa direction puis de retraverser. C'est à ce moment-là qu'il l'a frappé du coin du pare-choc. Okay. Et l'ours semble être reparti aussitôt. Donc, on l'a pas revu. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce que il a juste eu une bonne leçon? On le saura jamais. Mais la Civic avait à peine un écaillement de peinture sur le coin d'un pare-choc qui était déjà abîmé. Donc, pour l'auto, c'était pas trop grave, mais disons que on aurait préféré pas le frapper, ça aurait été plus simple. Mais enfin, bref. Nous écoute, on le salue. Bonjour à Sue Mead qui nous regarde, qui est une journaliste automobile américaine avec qui j'ai pu faire quelques voyages. Alors, salutations à Sue Mead qui est avec nous. Anthony qui est avec nous, Yves Rassette qui est avec nous. Il y a plein de monde qui s'ajoute, c'est le fun. Donc, on a frappé l'ours, on s'est stationné. Le lendemain, on a continué notre route jusqu'à Edmonton. C'est long. On est passé très rapidement à travers Jasper pour se rendre à Edmonton. Et rendu à Edmonton, bon, ben là, rendez-vous avec le type de la CRX. Ouais. Tu sais, une expérience plate, là. Ouais. Un petit Chinois qui te dit pas un mot, qui t'a envoyé des courriels, toujours en limitant le nombre de mots qu'il utilise. T'arrives sur place, il t'a bullshité. Qui est pas motivé à te vendre. Écoute, là... T'sais, le gars veut pas te donner son numéro de téléphone, veut pas partager d'informations. Il t'a dit que l'auto est en bonne condition. Tu arrives sur place. Bon, l'auto a été repeinte alors qu'il nous a dit que la voiture était peinture d'origine. Bien repeinte, remarque, là. Bel job, mais ça, rien à dire, mais c'est repeint quand même. Puis là, la voiture tourne sur 3 cylindres. Oh. C'est quoi le problème? Y a-tu eu des réparations récentes? Il répond pas. Il dit rien. Tu sais, ça allait pas bien. Il cache son jeu, puis ça allait pas bien. C'est l'attitude d'un mauvais menteur. Là. Ouais. Un jeune là, de 25 ans à peine. Là. Et là, la chance que j'ai, c'est que mon ami Paul, qui veut acheter la voiture, lui, il est mécano. Donc, on a beau essayer de fouiller qu'est-ce qui marche pas. J'ai dit à Paul, l'auto tourne sur 3 cylindres, il y a quelque chose qui marche pas. Commence à vérifier le feu. On s'en va au Canadian Tire pas loin, on achète des bougies, on revient, on change les bougies. Ça aide, mais c'est pas ça. C'est pas un problème de feu. Qu'est-ce qui se passe? On regarde, on commence à analyser qu'il y a des tuyaux de vacuum, parce qu'à cette époque-là, il y en a beaucoup, là. Il y a eu du traficotage là-dedans. On ne sait pas trop. Fait que là, on parle au type, puis le gars veut rien savoir, ne donne pas d'informations, si bien qu'on fait, bon, mais regarde. Too bad, garde ta voiture. Mais le soir à l'hôtel, on est fâché parce qu'il est particulièrement celui qui veut l'acheter parce que nous, on s'est fait dire on s'est fait dire blanc pendant 2 semaines, puis c'est noir. Fait que là, lui, il fait des recherches sur Internet pour essayer de voir ce qui se passe. On sait que la timing belt, donc la courroie de distribution, a été changée pas longtemps avant, pardon. Et puis là, ben, on commence à y aller par élimination pour comprendre que il y a peut-être un problème avec la courroie de distribution. Bref, on prend le risque le lendemain d'aller voir... En attendant, il faut que je vous dise. On a aussi fait venir un autre gars qui avait une Toyota MR2 qui, par le plus grand des hasards, demeurait à quelques rues de là, mais ne voulait pas nous donner rendez-vous chez lui. Il nous a dit, je vais te donner rendez-vous à une station de service pas loin. Okay. Le gars arrive, tu avais l'impression que c'était l'ami de l'autre. Ah oui, tout aussi... Tu sais, les cheveux verts au lieu d'avoir les cheveux bleus. À peu près le même âge, masqué, disait pas un mot, voici l'auto. Mais pas belle, là. Pas belle. Alors, le gars est arrivé, on a dit, OK, thank you. Puis bye-bye. C'était pas drôle, c'était ridicule. Et lui aussi nous avait dit un paquet d'affaires sur Internet.
Donc, on a rapidement éliminé la solution de la MR2. Mais bref, le lendemain, on a décidé de retourner voir la CRX. Ouais. Le gars, en attendant, nous avait réécrit par courriel en nous disant « Mon ami mécano est venu voir ça, il y avait un problème de vacuum qui a été réglé. » On est revenu le lendemain. Il n'y avait rien de réglé. Il n'y avait rien de réglé. Mais on a décidé de négocier la voiture, de quand même l'acheter. Et là, on s'est comme on faisait adolescent, là, ou presque, là, on a décidé de prendre la voiture, d'aller au Canadian Tire, d'acheter un minimum d'outils qu'on avait besoin, puis de tout démonter pour essayer de réparer ça. Alors, Paul a fait une bonne job, parce que finalement, la voiture a fini par bien fonctionner. C'est pas 100% parfait, puis je pense qu'il y a encore un cardan à remplacer. Tout ça à quatre pattes dans le stationnement du Canadian Tire. Tout ça à quatre pattes dans les moyens du bord. Oui, avec des gens qui venaient nous voir pour nous demander si l'auto était à vendre, puis que, bon... Ouais. Parce que la voiture a quand même un sacré beau look et des CRX SI 87. Je serais curieux de savoir comment il s'en est fabriqué. On en discutait un peu plus tôt cette semaine. Combien il y en a eu initialement au Canada? Moi, je dirais à peine quelques centaines, parce que c'était très rare. Une SI 86-87, il n'y en avait pas des masses. Alors d'en trouver une canadienne, relativement originale, qui a été à peine modifiée au niveau des suspensions, qui a été repeinte, oui, là, mais sinon, qui est propre dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de rare. Alors que des MR2, il y en a partout. C'est pas dur à trouver. Là, les gens sortaient pas ça l'hiver, puis bon. Donc, on a fini par réparer la voiture de peine et de misère. Puis, même si elle roulait pas 100% bien comme elle le devrait, ben on a décidé de prendre la route avec ça. Moi, entre-temps, j'étais allé faire aligner la voiture, remplacer les pneus. Donc, on était fin prêt pour prendre la route comme il faut. Mais là, tu regardes ce qui te reste à faire comme route, tu fais « Ouais, il y en a encore 4000 à faire. » Hein? Et, fait qu'on a commencé à attaquer ça. Et le soir, on discutait avec mon ami Eric de la possibilité de remplacer les roues de sa Civic Hatchback 91. Parce que, bon, elle est sur le 13 pouces, les roues d'origine, avec des pneus qui étaient assez usés, merci. Ouais. Puis, j'ai dit, ça serait pas laid de mettre des roues de Civic VX. C'était de l'aluminium ultra léger qu'il avait mis sur une VX en 92 pour une des premières Civic à moteur VTEC, mais basse compression qui avait été fabriquée. Fait que c'est des petits mags 7 branches, là, pas laid. Vous êtes mis à magasiner ça sur Kijiji. Oui, exactement. On a regardé ça, puis... Vous en avez trouvé? On a trouvé ça à Calgary. Donc, Calgary, c'est quand même presque 3 heures de route, fait que c'est comme un Montréal-Québec. Mais on s'est dit, bon, on va faire le détour, pourquoi pas. On est arrivé là-bas, on a donné rendez-vous à un gars, justement, dans le stationnement d'un centre d'achat qui venait nous rejoindre. On l'a attendu 1 heure, puis quand le gars est arrivé, les mags étaient vraiment maganés, là, dans une condition déplorable. Mais mon ami avait déjà en tête de les refaire faire. Alors qu'ils soient un peu maganés ou vraiment maganés, ça ne changeait pas grand-chose. Il les a pris pareil, on les a mis dans l'auto, puis on a pris la route. Là, vous manquiez pas de roues chacun, là? On manquait pas de roues. Moi, mais moi, il faut que je vous mentionne que j'avais fait débarquer les pneus qui étaient sur les BBS pour avoir plus d'espace dans l'auto. De toute façon, c'était des pneus d'hiver finis. Fait que je voulais rien savoir de ça. Fait que j'avais fait débarquer ces pneus-là. Et puis, on a pris la route. Honnêtement, les paysages des Rocheuses, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a des côtes parfois assez abruptes, là. Oui, on a même vu un camion en feu, un camion de transport qui a pris feu tellement... c'est probablement que l'échauffement des freins puis tout ça, ça doit pas être évident tout le temps. Mais c'est pas que les Rocheuses qui sont belles à voir. Honnêtement, toute la route 1 que tu traverses à travers l'Alberta et même une partie de la Saskatchewan, c'est très beau. C'est vallonneux, il y a des beaux paysages. Il y a un moment, j'avais partagé une photo sur ma page Facebook où on passe à travers un endroit où c'est que du sel. Donc, tu as l'impression que tu es en plein hiver parce que c'est blanc la grandeur, mais c'est du sel. Dans les terres, là, partout. Fait qu'il y a des trucs qui sont vraiment beaux à voir. Je suis arrêté aussi chez un type qui devait avoir à peu près 400 ou 500 vieux camions, majoritairement des GM, des années 40 à 80. 4 ou 500. Ça s'appelle Truck and Truck Parts. Et probablement que vous pouvez le trouver sur Internet, là. Donc, le gars a des Chevrolet 49, 53, des camions GMC. Un peu de Ford, un peu d'International, un peu de Dodge, mais généralement que des camions. C'est une cour à scrap ou c'est des véhicules en état de rouler? C'est-à-dire que c'est une cour à scrap parce que le gars, il y a des centaines de camions pour les pièces, mais il y a des camions complets à être restaurés qui sont sur place à vendre. Fait que je suis arrêté sur place, il n'y avait pas un chat, je suis allé cogner à la maison qui était à côté.
Il n'y avait pas un chat, à part 2 chiens qui étaient très gentils avec nous. Puis on a regardé, à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, un jeune qui connaissait l'endroit, qui venait chercher des pièces. Il m'a dit, ben écoute, le propriétaire de la place est parti en camping pour le week-end, parce qu'on était durant le week-end. Mais il m'a dit, t'es libre de te promener, c'est là pour ça. Il aime ça quand les gens arrêtent, prennent des photos. Parfait. Wow. Fait que je me suis promené un peu, on a regardé ça, on a pris des photos, puis on a continué notre route. Puis c'est à partir de la fin du Manitoba, là, passer Regina, là, où là, tu fais... Ouais, c'est un peu plus long. Ça commence à être plate, là. Et là, tu commences à avoir le goût d'arriver aussi. Oui. Même si c'était encore très loin. Je me permets aussi de vous dire qu'on est arrêté à Regina dans un restaurant. Je sais pas si ça se dit, là, mais tu sais, pour moi, Regina, c'était une ville plate. C'est le synonyme d'une ville ennuyeuse. Et l'ambiance qu'il y avait dans ce restaurant-là, puis la quantité de belles filles qu'il y avait là, je le croyais pas. On est-tu à Regina? Oui, on est à Regina. Oui, OK. Ouais. Écoute, juste comme ça, là, une petite aparté. Oui. Mais bref, ça a été ça. Belle ville. Ben, en tout cas, dans ce restaurant-là, c'était pas pire. Puis l'hôtel, l'autre bord de la rue, ça s'appelle le Atlas Hotel. Si vous allez à Regina, c'est magnifique. Honnêtement, c'est le plus bel hôtel qu'on a eu. On en a eu des assez mauvais, d'ailleurs. D'ailleurs, celui qui a suivi du côté de l'Ontario, dans le village de Kenota, qui est un village indien, où on a pris un motel à la dernière minute parce qu'on était brûlés. Non, elle n'est pas là. Pas une bonne idée. Bon, je vous épargne les détails. Mais c'était... Dans le guide touristique de l'Ontario, on l'oublie, ça. Et au lendemain, écoute, on s'est levé à 4 heures du matin pour prendre la route 30-40 minutes plus tard, et on a roulé, on a traversé pratiquement tout l'Ontario en une seule journée. Donc, on est parti de Kenota, on a fait 1425 km pour se rendre à Rouyn-Noranda. Mais comme tu disais dans une vidéo plus tôt cette semaine, faire ça dans un véhicule confortable, comme la Lincoln Continental que je conduis cette semaine, ça se fait. Ça se fait. Puis tu sais, les gens se disent, ben il n'y a rien là, j'ai des références. Moi, je suis allé en Floride, je l'ai fait, j'ai fait ça en 21 heures. OK, mais tu es confortable sur l'autoroute où tu as de l'espace, où tu n'as jamais un problème de dépasser. Là, c'est pas ça. Tu as des routes souvent vallonneuses avec des poids lourds en avant de toi. Tu peux pas toujours dépasser. Faut que tu surveilles un paquet de trucs. T'es trop à rouler, donc faut que tu te suives aussi. Faut que tu te combines pour les pleins d'essence. Puis ça, c'est une joke, parce que les deux Civics, ça roulait à 6 litres au 100, ça, là. Ouais. La Rabbit, c'est 9,5. Puis j'ai le plus petit réservoir de la gang. Fait que je passais mon temps arrêté. C'est toujours pour toi qui Ben oui, c'est ça. Fait que... Non, une Rabbit... il faut quand même que j'admette quelque chose. Honda, sur le plan de l'engineering... ils l'ont. C'est meilleur que le Dodge Engineering. C'était tellement des bonnes générations d'Honda Civic, ces voitures-là. À se demander qu'est-ce qui s'est passé. Exactement, parce que tout ça s'est perdu. Là. On ne trouve plus rien de ça. Plus rien. Puis les messages que j'ai reçus par rapport à ma Rabbit, à la CRX, oui, j'en ai reçus, puis bon, les gens font des commentaires, trouvent ça bien le fun. Mais les seuls messages que j'ai reçus concernant l'auto est-tu à vendre, c'était la Civic Hatchback. Ah oui. Ça rappelle tellement, ça évoque tellement de souvenirs à tellement de gens. Il y en avait des dizaines de milliers partout. On voyait ça, là. C'était ça, puis des cavaliers, là. Dans le temps, il y avait ça partout. Elles sont toutes disparues. Mais tout le monde a des bons souvenirs avec ces autos-là. Et même moi qui suis plus jeune, quand j'étais au cégep, une copine, elle s'appelle Ariane. Salutations à Ariane. Salutations à Ariane. Ouais. Et elle venait au cégep en Civic 91, SI, hatchback comme ça. Mais déjà rendu, je me rappelle, 2013-14, quand j'étais au cégep. OK. C'était déjà disparu, là, ces voitures-là. Bonjour Ariane, si tu l'as encore, on est acheteur. Non, elle l'avait vendu pas longtemps après le cégep. Mais c'était un peu dommage parce que c'était une version automatique. Mais c'était quand même une SI originale. Blanche. La voiture était très belle, mais... Franck Bagua qui est avec nous. Salut Franck, qui s'occupe des huiles Total. Oui. Franck qui est avec nous. Éric Couture, Chantal Poulain, bonjour. Donc, c'est ça. Alors, je peux vous dire que au niveau de la fabrication, au niveau de la conception, j'ai pas le choix de donner l'avantage à Honda. Mais pour le plaisir de conduire, les deux voitures sont géniales. Autant la Civic, la CRX, ça va bien, autant la Rabbit, le plaisir que j'ai de conduire ça, j'ai toujours adoré cette voiture-là. C'est pour ça que j'ai fait des compromis, puis je suis allé chercher cette auto-là à l'autre bout, parce que à l'âge de 16 ans, c'est ce que je voulais conduire. Ouais.
Et comme j'avais pas 2 Saint-Saëns pour frotter ensemble à l'âge de 15 ans, je m'en suis pas acheté une. Mais là, c'est tout le temps la nostalgie qui revient. Puis moi, j'ai une maladie assez intense à ce niveau-là. Fait que j'ai fini par mettre la main sur une de ces Rabbit GTI-là. Et sa conduite me déçoit pas. Le petit moteur est le fun. La transmission 4K, c'est des rapports super courts. C'est très le fun aussi. Alors, sous ça... Sur l'autoroute, c'est plus de sport, là, mais... Hey, ça tourne 4000, là, de mémoire, 4500 tours à 120, là, t'es autour de ça, là. C'est incroyable. Ouch. Ça tourne très, très haut. Mais à 40 50 est fabuleux. À 40 km/h, t'as passé à 3e, là. C'était cloc, 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 cloc. C'est très rapide. Puis c'est le fun de jouer du levier tout le temps. À tel point où mon ami avec la CRX et moi, on s'était développé des signes sans langage. Là, on se croisait puis on se faisait aller le bras comme ça en se disant ouais, on est en train de shifter. Là, parce que tu passes ton temps à shifter avec des voitures de même, juste pour le plaisir de le faire. Il faut bien que tu trouves des distractions sur l'autoroute. Là, et c'est un plaisir qui a disparu avec les autos modernes. Maintenant. Ah ben c'est sûr. Mais bon, et alors, l'Ontario... c'est plate. Oui. Bon, on dira ce qu'on voudra, là. La route de l'Ontario... tu l'as fait de long en large, ça, déjà, toi, l'Ontario? Par l'arrière-pays. Donc, on est passé à travers des villes comme... on a contourné Timmins, on est passé par Kapuskasing, des endroits que j'avais jamais vus. Je connais des gens qui vivent dans ces coins-là. Hey, c'est loin. C'est loin. Puis, mais je veux dire, la route est ennuyante. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est du bois, souvent. C'est plat aussi. C'est plat. Il y a pas... tu sais, donc ça a été un peu... Et comme l'Ontario, en longueur, c'est à peu près la moitié du pays, ben, pas besoin de vous dire que c'était très long. Fait que quand on est arrivé à Rouyn-Noranda, on avait hâte. J'avais réservé dans un hôtel là-bas où il y a une cage au sport intégrée à l'hôtel. Bon. On s'est dit, on va souper là-bas. On est parti à 4h30, 4h40 du matin. On est arrivé à 9h15 à l'hôtel. Alors, on s'est dit, on va pouvoir souper sur place. Il y a eu une panne d'électricité ce soir-là. Alors, il avait fermé le restaurant. On s'est retrouvé au McDo, l'autre bord de la rue. On aurait peut-être aimé ça, manger d'autres choses, mais écoutons, il y avait juste ça. Ça a été une grosse journée. Ça a été une grosse journée. Et finalement, ben, c'est hier qu'on a terminé la route en faisant Rouyn-Noranda, Montréal. Mais écoute, le clash. Parce que, à partir d'hier, là, on a constaté... D'abord, les routes au Québec, c'est effrayant. L'état, là. Le parc de la Vérandrie, l'état des routes, c'est complètement démoli. Mais c'est abandonné, c'est ça? Ça n'a aucun bon sens. On a perdu le contrôle de nos routes. Alors que du côté de l'Ontario, tu passes sur des routes où il n'y a pas de monde, là. Et c'est en bonne condition, là. C'est pas parce qu'ils ont des mauvaises conditions climatiques. Et c'est pas des routes qui ont été refaites l'an passé? Non. L'asphalte est blanche. Voilà. Tu sais, mais c'est encore beau. Tandis que dans le parc de la Vérandrie, pour te détruire une voiture, c'est épouvantable. Puis, tu arrives à Mont-Laurier, disons, entre le parc et Mont-Laurier, c'est détruit, c'est incroyable. Je me souviens... Mais tu le sens 10 fois plus dans une voiture comme ça, là, bien sûr. Je suivais un type dans un Lincoln Nautilus, justement, dans le parc, puis je me disais, il doit être confortable, lui. Bon, mais c'est vraiment magané. Mais paradoxalement, il n'y a qu'au Québec qu'on a vu de la police. Puis pas un peu, là. Tu sais, quand tu dis, là, dans le coin de Val-d'Or, où il y a un long stretch de 20 km, tu vois, là, à perte de vue, là, tu vois l'horizon, là. Il n'y en a pas de danger. Mais à un certain moment donné, il y a un petit vallon comme ça. Et la police est en bas. Puis attends, pour ta sécurité, bien sûr. Bien sûr. Tu sais. Puis là, elle arrêtait des Dodge Caravan avec des familles, des trucs. J'ai fait... Qui roulaient 12 km. Je comprends que c'est les vacances de la construction. Je comprends. Mais tu sais, je regardais le parallèle entre l'Ontario et les provinces de l'Ouest où on n'a pas vu un corps policier. Quand tu dis, là, je n'ai pas vu de voiture de police, RCMP, là, je n'ai vu stationner quand c'était des postes de police, c'est tout. Et les gens sur la route étaient courtois. Absolument. Il y avait qui dépassait le gros bon sens, là. Ben non. Il y avait pas de... Mais rendu au Québec, là, tu dis, tu sais, autrement dit, l'image que ça nous donnait, c'était nos routes sont démolies, faudrait bien les réparer, on a besoin d'argent, fait qu'on va taxer. Tu sais, c'est un peu l'image que ça nous donnait. C'est plate, mais c'est ça. Si au moins ça nous donnait des belles routes. Bon, là, ça, c'est un autre débat. Mais bref, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Dans le parc de la Vérandrie, il y avait de la surveillance, pas à peu près. Oui, c'est les vacances de la construction, là, je veux bien, mais bon, de constater à la fois qu'il n'y en a pas ailleurs, puis qu'il y en a doublement ici. Et arrêtez là. C'est pas pour notre sécurité, là. Non.
c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate, mais les routes, ça a été vraiment un clash aussi, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu prends l'autoroute 40 puis tu arrives sur la 401 en Ontario, la différence est moins flagrante qu'à une certaine époque. Fait que je me disais, ben, coudonc, on s'améliore peut-être. Non. Non. Les routes du Québec, les routes du Québec, ça demeure un gros problème. Puis ce qui est drôle, c'est que la dernière journée, bon, on s'en revenait. Évidemment, on a pris la 15, on était dans la région de Mont-Tremblant, on roulait. Puis là, ben, j'étais au volant de ma Rabbit, mes amis me suivent avec les Civic CRX, puis à un moment donné, il y a une douzaine de Ferrari qui sortaient probablement du circuit Mont-Tremblant, qui nous ont dépassés sur l'autoroute. Mais les gars dans la Ferrari nous filmaient. Oui. Fait que, mais souvent, ces gens-là sont des tripeux de voitures. Avant tout. Là. Ben oui, puis... De voir une vieille GTI, puis la CRX, puis la Civic, ben ça les fait sourire aussi. Puis là, mon ami, il m'envoie un texto vocal en me disant... Hey, c'est pas le même trip, hein? Là, tu te sentais un petit peu tout nu, là, dans ta Rabbit souffrante, là. Puis ce que j'ai pas raconté aussi, c'est que juste avant d'arriver, je vais terminer là-dessus, parce que là, on s'étire pas mal. Juste avant d'arriver à Rouyn-Noranda, il était peut-être rendu 7h, 7h30, là, je commence à sentir mon volant qui fait ça de même. Coudonc, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai fait aligner la voiture, j'ai fait installer les pneus, c'est balancé, tout est beau, c'est sûr qu'il y a un problème quelque part. Puis là, ben, j'ai dit, j'ai-tu croché un bras de suspension quelque part? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Pour finalement allumer, c'est un ami qui m'a envoyé un message en me disant, regarde donc tes pneus. Là, j'ai allumé, j'ai dit, ben oui, ces pneus-là, ils ont peut-être 20 ans, ils sont vieux, là. C'est la bonne taille, mais c'est des pneus âgés. J'étais allé voir, puis une carcasse qui s'était complètement déformée. Le pneu, là, vraiment, là, pas le flanc, mais la carcasse, le plat qui touche au sol, complètement bombé, parce que la carcasse radiale en dedans, c'était toute défaite. Ah, ouais. Alors, j'ai quand même décidé de continuer à rouler avec jusqu'à ce que je vois une station-service. Il n'y en avait pas. Oui, parce que tu peux pas vraiment t'arrêter sur le côté, là. Ben oui, tu peux. Il y a des bas côtés, mais je veux dire, encore faut-il que, tu sais, bon, non. Puis mon problème que j'avais, c'est que j'avais pas vérifié mon pneu de secours, mais le pneu de secours, c'était le pneu d'origine, pas d'air dedans. Ah! Puis, fait que ça m'aidait pas non plus. Pas de compression. Puis là, on s'est dit, ben, la roue de Honda Civic VX que mon ami avait acheté pour sa Civic pourrait faire là, puis c'est le même bolt pattern, 4%. Mais je m'excuse des anglicismes, là, ça me vient en tête, là, juste le hub fonctionnait pas si bien que je pouvais pas installer la roue sur la Rabbit. Fait que ça réglait pas le problème non plus. Fait que jusqu'à ce que je vois une station-service, je suis arrêté là, j'ai mis de l'air dans mon pneu de secours, et vient le temps pour soulever la voiture. Mon cric, il y a 40 ans passé, il est saisi. Oublie ça. Fait que j'ai eu recours à un cric de Honda pour pouvoir soulever mon auto. J'ai changé ma roue. J'ai remis le pneu de secours qui était une pleine grandeur, heureusement, là, sur la Civic. Oui, ça sur la Rabbit, parce que les Honda, ils ont des petits lifesavers. Oui. Mais ça t'a permis de... Fait que ça m'a permis de me rendre. Quand même. Hein, ben, c'est ça. Fait que, mais tu vois, si j'avais été seul... Ouais, ça n'aurait pas été possible. Là. Ben, j'aurais emprunté un cric quelque part ou bon, je me serais organisé, mais c'est toujours plus facile de faire ce genre de périple-là quand t'es plusieurs. Je vous ai pas compté non plus que à ma première journée au volant de la Rabbit, j'ai eu droit à des roches dans mon pare-brise qui m'a valu une explosion. Donc, pare-brise fini, j'ai craqué. Et ma tringlerie d'essuie-glace qui est complètement ruinée. Est tellement usé que les bras, il y en a un qui disait merde à l'autre. Donc, c'est pour ça que peut-être vous le voyez au loin, là. Il y a un bras d'essuie-glace, celui du passager, que j'ai réajusté pour qu'il fonctionne des deux côtés. Puis j'ai roulé comme ça pendant la grosse majorité du voyage. On s'organise comme on peut. Ouais. Mais je suis arrivé ici hier. L'inspection mécanique, il va falloir que tu t'en ça, l'inspection mécanique, ça va prendre des pneus, ça va prendre un pare-brise, ça va prendre une tringlerie d'essuie-glace, ça va probablement prendre un feu arrière parce que j'en ai un qui est craqué. Bref, il va y avoir beaucoup d'amour à mettre. Mais ce qui était le plus important, c'est de l'amener ici. Et puis, hier, je suis arrivé à la maison, j'ai vidé la voiture. Et là, je me suis installé dans le véhicule média que j'ai cette semaine, qui est un Lexus NX. Oui. À ne pas confondre avec ma Pulsar NX, c'est une autre histoire. Oui. qui n'ont en commun que deux lettres. Que deux lettres, oui, ça c'est clair. Donc, je me suis installé dans le Lexus et j'ai jamais apprécié le siège d'un véhicule comme ça. Oui. Écoute, j'aime pas ça, un Lexus NX. Oui. C'est un véhicule que j'ai toujours haï.
pour son look, pour sa conception, pour sa visibilité épouvantable à l'intérieur. Mais là, j'y trouvais des qualités. Là, là vraiment, j'y trouvais des qualités. Le confort qu'on te vend dans la publicité, mais là, tu le ressentais. Ah, vraiment, vraiment. Puis il y a quand même un système audio supérieur dans le Lexus à celui de ma Rabbit, considérant que celui de la Rabbit ne fonctionne pas. Oui, hein? C'est ça. C'est pas dur à battre. Bon, alors c'était l'histoire de mon road trip et je vous donnerai peut-être un peu plus de détails sur la suite de cette Rabbit-là, qu'est-ce qui va arriver avec, qu'est-ce que je vais faire, je la modifie, je la garde d'origine, j'ai aucune idée. J'ai même pas eu le temps de penser à ça parce que depuis que je suis arrivé, salutations à Kim Vidal qui est avec nous, Guillaume Landry, Alexandre Corbeil. Je verrai pour la suite. Je peux te donner une suggestion. Moi, j'ai vu à vendre sur Internet un type qui a pris une Volkswagen Golf et qui en a fait une version pick-up en l'étirant et en rajoutant un troisième essieu. Oui, c'est correct. Je l'ai vu moi aussi. Si ça te tente... Merci. Ça va être beau. L'offre... Mais c'est quand même... L'offre est là. Merci d'y avoir pensé. Oui. Mais elle risque de rester pas mal originale dans son approche. Peut-être que je vais jouer sur certains petits trucs pour l'améliorer au niveau de la conduite. Parce que là, en ce moment, elle a quand même une suspension qui est abaissée légèrement. Oui. Et, c'est pour ça qu'on la voit pas aussi et ça contribue à son comportement. Oui, c'est ça. Oui, il y a Fred qui me demande si j'ai toujours ma CRX. Oui, j'ai toujours la CRX, puis elle reste ici. Parce que, évidemment, là, il y a des gens qui vont penser que je suis vendu à Vaux. En ayant une Honda et en ayant une Vaux, ben, je peux être pas pire, là, tu sais. C'est ça. Je garde les deux, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a plus de chicane. Mais c'était drôle de voir les débats sur Facebook. Les gars de Vaux. Les gens ont encore ça à cœur, vraiment. Tu sais, on dit les gars de Vaux, les gars d'Honda. Puis quand j'ai dit ça hier sur une vidéo, il y a une fille qui m'a écrit « Hey, il y a aussi les filles de Vaux et les filles d'Honda. » Oui, je te donne 100% raison. Je suis désolé, absolument. Mais tu sais, t'as les gens de Vaux et les gens de Honda, puis c'est deux équipes. C'est comme des gars de Ford puis des gars de pick-up Chevrolet. Il n'y a pas moyen de passer d'une équipe à l'autre. Voilà. Ben là, on parle de Mitsubishi. Oui. Parce que... Qui a fait parler d'elle deux fois plutôt qu'une, parce que dans un premier temps, le constructeur a annoncé que la gamme allait être complètement renouvelée pour la prochaine année au Canada. Bonjour à Léa, bonjour à Jean-Marc. Donc, quand même une grosse nouvelle. On nous arrive avec un nouvel Outlander qui va partager sa plateforme avec le avant toute chose, Rogue. je pense qu'il faut mentionner qu'il y a quelques semaines, oui. On parlait d'une rumeur voulant que Mitsubishi parte du Canada. Oui, exactement. Donc là, visiblement, c'est pas ça. On servirait de bar, puis on a voulu rassurer, je pense, la clientèle puis les membres des médias. Exactement. Donc là, on nous a mis toutes les cartes sur la table et je pense que la nouvelle majeure, c'est justement le nouvel Outlander qui va prendre la plateforme du Rogue 2021. Ouais. On va continuer d'offrir la version hybride rechargeable, mais avec l'ancienne génération qui est l'actuelle, finalement, en offrant une meilleure autonomie, ce qui ne fera pas de tort, si tu veux mon avis, et un moteur à essence plus performant. C'est le 2,4 litres. Mais c'est tout ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on propose. Et c'est très logique. Là. Si on y va par déduction, c'est celui qu'on offre en Europe actuellement. Exactement. Donc, ça aura pris quelques années avant que tout ça se passe, mais finalement, ça devrait. Mais ça va arriver en cours d'année 2021. Oui, à titre de modèle 2022. Donc, voilà. On peut pour 2021, il n'y a rien qui change. Oui. Le RVR, on nous a dit qu'on l'avait complètement renouvelé. Fait que lui, il n'y a rien qui va bouger. Toujours aussi moderne. Toujours aussi moderne. Et la Mirage, qui est complètement redessinée pour 2021. Bon. Donc, voilà. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, la Mirage a droit à des retouches esthétiques et quelques équipements supplémentaires. Mais là, ça arrête là. Et Mitsubishi évoquait le retour d'une toute nouvelle Mirage de nouvelle génération. Oui, on jouait sur les mots, là. Vraiment. Eclipse Cross aussi, il y aura quelques changements esthétiques. Donc, un maringouin, vous ne voyez pas à la maison, c'est ça, il est fatigant. C'est ça. C'est ça. Et fait que ça, c'est la première nouvelle de Mitsubishi. Et là, quelques jours après, on a appris qu'en Europe, Mitsubishi se retirait. Donc, on va continuer de commercialiser les produits qu'on a en ce moment. Et quand ils vont arriver en fin de vie, ce qui est quand même un pléonasme, si tu veux mon avis, parce que pour la plupart, ils sont déjà en fin de vie. Mais c'est bon, ça. Autrement dit, quand on aura écoulé les stocks, là. Oui. Et oui, évidemment, le service client va continuer pour l'entretien, pour honorer la garantie, qui, je ne sais pas si elle est aussi longue qu'ici, mais bref, ils n'auront pas de nouveaux modèles Mitsubishi
en Europe. Et on sait Mitsubishi fait partie de l'alliance avec Renault et avec Nissan. Ouais. Renault est très fort en Europe, donc est-ce qu'on va miser un peu plus là-dessus? Mais par contre, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire pour les pays scandinaves, parce qu'on sait que le Outlander PHEV, là-bas, connaît un succès monstre. Ouais. Quand on dit un succès monstre, c'est un des véhicules les plus vendus, toutes catégories confondues. À ce point-là. Et il y a un peu aussi une explication dans le succès du PHEV là-bas qui explique le retard d'arrivée de ce produit-là chez nous en Amérique du Nord. Parce que c'est peut-être plus rentable de le vendre là-bas que de le vendre la ici. vraie raison, c'est que les Américains en voulaient pas, puis on s'est battu pour essayer d'avoir ça ici, puis regarde, les Américains en achètent pas, puis au Canada, ça a fonctionné, mais... Des Mitsubishi, en général, aux États-Unis, on n'en voit pas tant que ça. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'on vend à peu près 85-90 000 Mitsubishi par année aux États-Unis, mais 20 des concessionnaires écoulent 80 des véhicules qui sont vendus. C'est des milieux très ciblés. C'est très géolocalisé comme succès. Avec probablement des concessionnaires qui font beaucoup de publicité, qui sont très impliqués localement. Et là, ça arrête le rayonnement de la marque. Il y a Yannick qui dit Nissan Outlander PHEV. Ouais, ça va ressembler à ça. Probablement ressembler à ça. Puis on ne sait pas ce que Nissan va faire parce qu'évidemment, Nissan nous dit rien. Et avec le Rogue de nouvelle génération, on nous a pas annoncé de version hybride, on nous a pas annoncé de version turbo, rien. Rien. Et on nous dit qu'on peut pas commenter les produits futurs, mais tu sais, quand on fait les calculs de notre bord, il va y avoir du partage de technologie et de plateforme, ça c'est sûr. Il y a Daniel qui dit une nouvelle 3000 GT, ça serait cool. Ouais, je pense qu'on peut. Dans vos rêves. On peut continuer de rêver. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va s'arrêter là. Ménage chez Mercedes. Ça là, écoute, j'ai vu la nouvelle pendant que j'étais sur la route. Puis j'ai fait « Yes, enfin! » Parce que Mercedes... Là, la gamme est longue de même. Le catalogue est épais de même. Ça finit plus. Et comme n'importe quelle entreprise, on doit satisfaire les actionnaires qui sont là. En ce moment, il y a une rentabilité qui n'est pas là pour certains modèles. Et les concessionnaires qui ont un inventaire qui ne finit plus à supporter. Ingérable. Donc, en gros, c'est des rumeurs très, très, très sérieuses. Donc, en gros, on va couper les versions coupées, couper. On va couper les versions coupées et cabriolet des classes C, classe E et classe S. Minimalement, c'est tout ça qui part. Donc, ça va en faire un sacré lot. Pourtant, on en vend quand même. Des coupés puis des cabriolets de classe C. Mais moins qu'auparavant, quand même. Ouais, donc, c'est ça. Donc, on aime mieux se concentrer sur d'autres segments. Ils n'ont pas nommé de VUS, hein? Non, ça, on est condamné avec ça. Oui, parce que là, GLA, BC, DE, FG, HIJ, ça finit plus, là. Non, effectivement. Donc, ils vont dévoiler le GLZ, ça sera pas long. Ça sera pas long. Hey. Il va être très gros, d'après moi. C'est ça, un 12 passagers. Oui. En fait, c'est un Sprinter avec du cladding sur les côtés. Oui, c'est ça. Puis un peu de finition intérieure. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Donc, un catalogue qui va être pas mal moins épais, un peu plus épuré. Ouais. Mais encore là, on va perdre une partie de notre âme parce que c'est ce qui a fait rayonner Mercedes longtemps, ses coupés et ses cabriolets, là. Puis les grandes berlines aussi. Et les grandes berlines qui, elles aussi... commencent à traîner de la patte. Là, c'est difficile de même des classes de nouvelle génération, t'en vois pas. Et les versions familiales, t'en vois-tu? Non. Voilà. Mais ça, on veut les garder. À Outremont, il y a quelques versions familiales. E63 AMG avec le rack à ski. Ouais. Mais ça se limite à ça. Donc, gros ménage même chez Mercedes. Ça va faire du bien, honnêtement, parce que c'est le constructeur automobile qui actuellement a la plus grande... le plus gros catalogue de modèles et ça n'a aucun sens. Même BMW qui était parti dans cette direction-là, a compris puis a commencé à laisser tomber des trucs qui n'avaient plus de bon sens. C'est comme la série 3 Grand Coupé. Gran Turismo. Des trucs là, qui étaient complètement hors champ. À un moment donné, arrêté. Là. Ouais. Ils ont quand même une gamme de 7 VUS. Si tu peux considérer qu'un X1 et un X2, c'est des VUS. Oui, c'est ça, faut le dire assez vite, mais bref, c'est sûr qu'il va falloir faire du ménage chez Mercedes. J'ai juste peur qu'on coupe dans les modèles les plus intéressants puis qu'on garde ceux qui le sont moins, mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Ça, c'est pas moi qui en achète. C'est Excel qui vont décider ça. Là. Exactement. C'est pas des gens passionnés comme et non toi, pas avec leur Hyundai Excel. Oui,
voilà, il l'a dit. Quelques questions, Antoine, on est bon pour ça? On a Johan qui est sur le point d'acheter un Subaru Forester 2016. Ouais. Le concessionnaire lui propose une garantie de 5 ans ou 100 000 km pour 2500 $ à ajouter à la facture initiale. Est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on ne l'achète pas? Bon, c'est probablement une garantie qui couvre que le groupe Motopropulseur. Il y a des chances. Mais honnêtement, pour avoir une tranquillité d'esprit, il faut toujours lire les petits caractères. OK? Oui. Ça, c'est important. Mais des moteurs Subaru, peut-être moins rendus en 2016, là, mais pour avoir une tranquillité d'esprit pendant 5 ans, je trouve que c'est raisonnable de payer ce montant-là pour être assuré que le moteur va faire du bon boulot et que s'il y a un pépin mécanique, que ce soit moteur, transmission ou tout le système 4 roues motrices, parce qu'il y a ça quand même chez Subaru, il faut le considérer. C'est des composantes importantes. Je trouve ça pas si mal, honnêtement. Je pense que j'embarquerais. Okay. Si ça couvre 100 000 km de plus... Avec le coût des pièces en ce moment, ça peut valoir la peine. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours votre confort par rapport à l'insécurité. Tu sais, est où la zone de confort? Moi, je suis pas quelqu'un qui achète des garanties dans la vie, jamais, pour rien. Moi, je fais confiance aux produits. Tu es capable de vivre avec le risque et jusqu'à date, je peux te dire que j'en suis sorti très gagnant. C'est ça. Fait que, mais il y a des gens qui pourraient peut-être être un peu plus inquiets. Mais dans le cas de ce véhicule-là, considérant les coûts, la fragilité du moteur 2.5 des années précédentes, peut-être que ça peut être une bonne idée. Je peux peut-être mentionner aux gens que, comme n'importe quoi, ça se négocie aussi. J'ai une amie qui a récupéré, elle, sa Golf. Elle a racheté sa Golf à la fin de la location. Et là, on lui proposait 2 ans, 3 ans, 4 ans de garantie. Je te dis ça comme ça, là, mais je pense que la bébite, je viens de la manger. Ah, c'est vraiment... OK. Écoute... Bon, hein, c'est ce qu'on appelle les joies du direct. OK, très cool. Donc, c'est ça. Cet ami-là rachète la Golf qu'elle avait louée pendant les dernières années. Et je lui mentionne, tu sais, tout se négocie. Fait qu'elle avait dit, OK, parfait. Fait que finalement, elle s'est retrouvée avec 4 ans de protection pour le prix de 3 ans. Donc, tu sais, au final, elle a payé le montant qu'elle avait en tête, mais pour une protection qui était plus longue. C'est sûr que ça se n'est... Parce que là-dessus, il y a quand même des marges de profit. Oui, exactement, parce qu'on te vend une assurance risque, finalement. Exactement. Là, tu ne repars pas avec un produit après ça. Là. Donc, non, c'est ça. T'achètes un formulaire. Là. Mais honnêtement... J'ai assez confiance à un Forester 2016. La mécanique... Il devrait être capable de se débrouiller. Là. C'est pas... La mécanique est excellente là-dedans. C'est un produit de grande qualité. Là. Alors, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Mais je trouve pas ça déraisonnable comme facture par rapport à la protection que ça offre. Excellent. On a Yves qui est à la recherche d'un... Il dit où mettre 2500$ sur un autre produit plus fiable, genre RAV4. Ouais. C'est pas une mauvaise stratégie non plus. OK, je recommence la question. On a Yves qui est à la recherche d'un bon deal et il se demande s'il reste des 2019 en inventaire de certains modèles, sans préciser la gamme, sans préciser la marque, sans préciser le modèle. Plein. Donc, mais évidemment, ce qui était très en demande dans la période du COVID, en l'occurrence, les camions pleine grandeur, ça, c'est plus difficile. Ça, il y en a pas plus. Mais, sauf des Titans, ça, il en reste. Oui, mais il en restera tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, il y a plein d'aubaines à faire actuellement. Je voyais passer une publicité cet après-midi. C'est pas des farces. Cet après-midi, d'un concessionnaire BMW de Québec, je crois, qui annonçait des gros rabais sur des X1, X2, X5, X3 restants. C'était des rabais quand même assez alléchants. Là. On parlait pas de 500$ de rabais. C'était sur une dizaine de 2019 restants. Donc, le secret, c'est de magasiner. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment de magasiner. Mais donc, c'est d'aller voir les sites des concessionnaires de votre région plutôt que d'aller voir les sites des constructeurs. Parce que comprenez aussi une chose, c'est que contrairement aux années passées, là, il y a beaucoup de 2019 encore en inventaire. Il y a même quelques concessionnaires qui ont des 2018, là, des bons non vendus. Et les constructeurs automobiles, de façon générale, continuent à supporter le financement de ces véhicules-là. Alors que si on avait été dans une situation normale, on supporterait plus. On supporterait plus le financement d'un véhicule qui, sur papier, est âgé d'1 an ou plus. Ce qu'on fait pas d'ordinaire. Mais là, les choses étant différentes,
il y a des prix intéressants, donc la voiture est dévaluée, il y a des rabais du constructeur et en plus, il y a des incitatifs au financement ou voire même à la location. Location peut-être un peu moins parce que la voiture a déjà dévalué, donc c'est sûr que le résiduel est plus bas, mais au financement, ça peut être quand même intéressant. J'ai pas d'exemple spécifique à vous donner, mais c'est certain qu'il y a des produits sur lesquels on peut avoir des sacrés bons deals, là. OK. Ouais. Intéressant. Question numéro 3, on a Danick qui a un œil sur une Chevrolet Volt 2017 avec un prix de 22 000. C'est bon ou c'est pas bon? Bon, évidemment, tout dépendant de la version. LT, Premier, le kilométrage, bon. Mais c'est un prix normal. C'est un prix normal. J'ai un ami qui s'est procuré une Volt même année, 2017. Elles sont en demande, là, les Volt. Juste chez nous. Dans l'occasion. Oui. Juste chez nous. Oui, évidemment. Mais dans l'occasion, au Québec, c'est populaire. Oui, et je peux même vous dire un truc, ça peut être alléchant d'aller la chercher ailleurs. Ouais. Ça peut être alléchant d'aller magasiner une voiture comme ça du côté de l'Ontario, du côté des autres provinces. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir de négociation est plus grand. Mais c'est pas juste ça. C'est que quand tu ramènes au Québec une voiture d'occasion, tu es éligible à 4 000 $ de crédit. Ce que tu n'auras pas, c'est une voiture qui a déjà été plaquée au Québec. Donc, c'est bien plus alléchant d'aller la chercher ailleurs, puis de la ramener ici, de profiter du 4 000 et d'une voiture qui est en aussi bonne condition, bien sûr. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a des marchands de véhicules d'occasion qui se spécialisent là-dedans. Qui se sont passés le mot, qui vont chercher les véhicules là-bas pour les revendre ici. Alors, parce que je peux te dire que j'ai pas vu beaucoup de vols du côté de l'Alberta. Ben non. Il y a même... Des livres, t'en as-tu vu beaucoup? Moyen. Ben non. Il n'y en avait pas beaucoup. Eh ben. J'ai vu des extracteurs de pétrole, par exemple. Ça, il y en a en masse. Puis, il y a même une place où je suis passé. Tu sais, ici, on va voir ça, le boulevard des concessionnaires automobiles. Oui. Là-bas, c'était le Gasoline Alley, où tu as toutes les stations-service réunies une à côté de l'autre. Fait que tu as l'embarras du choix pour aller faire le plein. Wow. Et écoute, le Gasoline Alley, c'est une philosophie complètement différente de la nôtre. Et pourtant, c'est le même pays que le nôtre. Oui. Oui, mais non. Parce que quand tu es là, quand tu es en Alberta, tu as vraiment l'impression d'être aux États-Unis, au Texas. C'est pas du tout la même philosophie. Il n'y a pas de doute. Et pas besoin de te dire que le petit Chinois qui nous a vendu la CRX fitait moyen dans le paysage albertain. Oui, parce que des CRX, t'en vois pas. Des voitures japonaises, en général, t'en vois pas des masses. C'est vraiment de l'américain, du pick-up à profusion. C'est que ça, partout. Par contre, je dois dire... L'essence, c'est combien, le litre? Ça coûte rien. Tu vois, on faisait le plein à 94 sous. Ouais. En Colombie-Britannique, par exemple, c'était 1,20 $. OK. 1,20 $, oui, c'est ça. Puis tu vois, l'Ontario, c'était comparable à ici, honnêtement. OK. Par les routes où on est passé, là. Ben, faut dire que quand t'es en Abitibi, le prix de l'essence, c'est pas le même qu'à Montréal non plus. Non, donc, il y a ça, là. Mais, ça a été vraiment un gros clash de voir le prix de l'essence entre le Colombie-Britannique et l'Alberta. On se pose même pas de questions pourquoi. C'est quand même assez évident. C'est très clair. Dernière question, on a Carole qui recherche un VUS décapotable. Se demande si on a des recommandations pour elle. À part un vieux Murano décapotable ou même un Jeep Wrangler, je pense que les choix sont assez limités. Il y a peut-être un Evoque d'occasion. Hein? Ou si on veut attendre, il va avoir le Bronco. Ouais. Mais ou si on est nostalgique, on peut acheter un vieux Blazer, un vieux Bronco ou un vieux 4Runner là, des années 80. Mais non, les choix, c'est pas compliqué pour l'heure. C'est un Jeep Wrangler, on se pose pas de questions. C'est vraiment ça. Donc les joies de rouler 4x4, d'avoir une garde au sol élevée. C'est un véhicule qui est d'une polyvalence étonnante, qui est plus intéressant à conduire qu'auparavant. Non, ça n'a pas le confort et la stabilité d'un VUS contemporain. C'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais les options, si vous voulez un décapotable, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, des VUS décapotables, il y aura le Bronco, comme tu disais. Oui. Ou si vous voulez peut-être vous tourner vers une camionnette, il y a aussi le Gladiator. C'est vrai. Mais qui va vous offrir à peu près le même rendement qu'un Jeep Wrangler. Oui. Donc, c'est... Et si vous achetez un Wrangler... V6 Pentastar. Oui. Bon, il y a le diesel là, qu'on vient de sortir. Encore là, j'y fais pas 100% confiance. Parce et le saut, pour faire le saut vers le diesel, c'est très coûteux
pour pas grand-chose, à part un peu de couple. On n'a pas de meilleure valeur de revente. On n'a pas de meilleure consommation, vraiment. Ça n'a aucun sens. Bah oui, le diesel va consommer quand même moins. Là. Pas beaucoup moins. Vraiment pas beaucoup. On est à 1 ou 2 litres de moins. Ouais, c'est ça. Puis il y a le 2 litres c'est turbo. 8 000 de différence, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu as de l'entretien plus coûteux, puis tu as du liquide duré. Puis, alors que le 3.6, on sait qu'il n'y a pas de problème. Là. Mais salut à Annie qui nous dit que c'est bien le fun de nous écouter. Merci Annie, c'est gentil. Ben oui. Philippe Lucie qui est avec nous, bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné des réponses pour la question? Ou, non, hey, c'est vrai, j'ai pas vu ça passer. Non, hein, rappelle donc la question en terminant. OK, on laissera peut-être quelques instants. Il y a Normand qui nous demande en terminant. Attends, je vais lire la question, comme ça, ça va laisser les gens peut-être... quel véhicule a eu une édition Bugs Bunny? Donc, voilà, ça peut pas être plus simple comme question. C'est ça la question? C'est ça. Donc, Normand qui nous... la réponse en commentaire. Normand qui nous demande la question, est-ce que c'est indécent le prix d'un Bronco à plus de 60 000 $? Est-ce que c'est indécent le prix d'un Wrangler à plus de 60 000 $? C'est ça. Visiblement, la réponse, c'est non, parce que ce sont des véhicules qui gardent leur valeur plus que n'importe quel autre produit américain. Tu sais, il y a des cas d'exception. Il y a déjà une liste d'attente qui ne finit plus pour le Bronco. On est déjà à plus d'un an d'attente. On est rendu à 2022. Là. Si pas pour le Bronco Sport, là? Non. Mais si vous voulez un Bronco régulier, et que vous n'avez pas donné le 100 $ encore... On a Plymouth Roadrunner et Firefly. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, Nissan Silvia. Non plus. C'est peut-être pas le premier choix que j'aurais eu en tête, non, là, hein? mais non plus. Pourquoi pas? Fait que Chevy Venture. Oui! Exactement. Oui, bon, bravo. Chevrolet Venture. Venture. Et donc, il y avait des écussons Bugs Bunny, puis c'est à peu près tout. On avait misé là-dessus sur la publicité. Avec Warner Brothers, parce qu'on mettait dans le véhicule des écrans télé escamotables. Et le but, c'était de charmer la famille. Et là, ton écran, Antoine, d'ailleurs, est en train de tomber pour les derniers instants qui nous restent. C'est super. Il a tenu, c'est ça. C'est le support, désolé. Oui. Et c'est ça, on voulait vraiment charmer les enfants, charmer la famille avec ça. Et je pense que c'est Dodge qui a quand même gagné la bataille avec sa Grand Caravane. Oui, quand même. Il n'y a aucun doute. Donc, vous irez voir ça sur Internet. Grand Caravane qui, disons-le pour terminer, survivra. On aura, à partir de l'année prochaine, une Chrysler Grand Caravane. Voilà. Donc, vous irez voir les publicités d'époque avec le Chevrolet Venture édition Bugs Bunny. Ouais. C'est assez rigolo. Bon, ça a été belle fun. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Toujours intéressant. Alors, on sera de retour la semaine prochaine avec d'autres actus. Je vous parlerai du Chevrolet Trailblazer, notamment, que je vais conduire un peu plus tard cette semaine. C'est un véhicule dont on se fait beaucoup parler. Oui, je vais revenir sur le Nissan NX un petit peu. Puis, le Lexus NX. Bon lapsus, mais on pourra parler de la Pulsar aussi. Ah, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Il y a tellement de choses à compter. Hey, merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. Et n'oubliez pas, en terminant, n'oubliez pas d'aller de devenir supporter de ma page. Je voulais assister à ma conférence. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la conférence, c'est une conférence sur le métier que je ferai d'ici quelques semaines. Alors, merci de me supporter là-dedans. Au revoir.